Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture des mémoires de Sarah Bernhardt qu'elle avait intitulée Ma double vie. Je vais vous raconter sa prime enfance, sa prime jeunesse, une lecture pleine de fraîcheur qui, je l'espère, va vous plaire. Ma mère adorait voyager. Elle allait d'Espagne en Angleterre, de Londres à Paris, de Paris à Berlin, de là à Christiana, puis revenait m'embrasser et repartait pour la Hollande, son pays natal. Elle envoyait à ma nourrice des vêtements pour elle et des cadeaux pour moi. Elle écrivait à une de mes tantes: Veille sur la petite Sarah, je reviendrai dans un mois. Elle écrivait à une autre de ses sœurs, un mois après: Va voir l'enfant chez sa nourrice, je reviens dans 15 jours. Ma mère avait 19 ans, j'en avais 3, et mes tantes avaient l'une 17 ans, l'autre 20 ans. Une autre avait 15 ans, et l'aînée 28 ans, mais cette dernière habitait la Martinique et avait déjà 6 enfants. Ma grand-mère était aveugle, mon grand-père était mort et mon père était en Chine depuis 2 ans. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mes jeunes tantes promettaient de venir me voir et ne tenaient guère leurs paroles. Ma nourrice était bretonne et habitait près de Quimperlé une petite maison blanche, au toit de chaume très bas sur lequel poussaient des giroflées sauvages. C'est la première fleur qui ait charmé mes yeux d'enfant, et je l'ai toujours adorée, cette fleur aux pétales faits de soleil couchant, aux feuilles drues et tristes. C'est loin la Bretagne, même à notre époque de vélocité, c'était alors le bout du monde. Heureusement, ma nourrice était, paraît-il, une brave femme. Et son enfant étant mort, je restais seule à être aimée. Mais elle aimait comme aiment les gens pauvres, quand ils ont le temps. Un jour, l'homme étant malade, elle était allée au champ pour aider à la récolte des pommes de terre. Le sol trop mouillé les pourrissait. Le travail pressait. Elle me confia la garde de son mari, étendu sur la couchette bretonne, les reins cloués par un lumbago. La brave femme m'avait installée dans ma chaise haute. Elle eut soin de mettre la cheville de bois qui tenait devant moi la tablette étroite sur laquelle elle posa de menus jouets. Elle jeta un sarment dans la cheminée et me dit en breton. Jusqu'à l'âge de 4 ans, je n'ai compris que le breton. Tu seras sage, fleur de lait. C'était le seul nom auquel je répondais alors. La brave femme partit. Je m'efforçai de retirer la cheville de bois mise avec tant de soin par ma pauvre nourrice. Ayant enfin réussi, je poussai le petit rempart, croyant, pauvre de moi, m'élancer sur le sol, et je tombai dans le feu qui crépitait joyeusement. Les cris de mon père nourricier, qui ne pouvait bouger, attirèrent les voisins. On me jeta toute fumante dans un grand seau de lait qui venait d'être tiré. Mes tantes, prévenues, avertirent ma mère. Et pendant 4 jours, cette paisible contrée fut labourée par les diligences qui se succédaient. Mes tantes arrivaient de partout, et ma mère, affolée, accourait de Bruxelles avec le baron Larrey et un de ses amis, jeune médecin qui commençait à devenir célèbre, plus un interne amené par le baron Larrey. On m'a conté depuis que rien n'était plus douloureux et charmant que le désespoir de ma mère. Le médecin approuva le masque de beurre qu'on me renouvelait toutes les heures. Je le revis souvent depuis, le cher baron Larrey, et l'on retrouvera quelquefois dans ma vie.
Il me contait d'une façon charmante l'amour de ces braves gens pour Fleur de lait. Et il ne pouvait s'empêcher de rire à tant de beurre. Il y en avait, disait-il, partout, sur les couchettes, sur les armoires, sur les chaises, sur les tables, pendus à des clous dans les vessies. Tous les voisins apportaient du beurre pour faire des masques à fleurs de lait. Maman, belle à ravir, semblable à une madone, avec ses longs cheveux d'or et ses yeux frangés de cils si longs, qu'il faisait ombre sur ses joues quand elle baissait ses paupières, donnait de l'or à tout le monde. Elle aurait donné sa chevelure d'or, ses doigts blancs et fuselés, ses pieds d'enfant, sa vie, pour sauver cet enfant dont elle se souciait si peu 8 jours auparavant. Et elle était aussi sincère dans son désespoir et son amour que dans son inconscient oubli. Le baron Larry repartit pour Paris, laissant ma mère, ma tante Rosine et l'interne près de moi. Et 42 jours après, maman ramenait triomphalement la nourrice, le père nourricier et moi dans la bonne ville de Paris, où elle nous installa à Neuilly, dans une petite maison au bord de la Seine. Je n'avais pas une cicatrice, paraît-il. Rien, rien. Que la peau d'un rose trop vif. Ma mère, heureuse et confiante, repartit pour ses voyages, me laissant de nouveau à la garde de mes tantes. 2 ans s'écoulèrent dans ce petit jardin de Neuilly qui était tout plein de dahlias horribles, serrés et coloriés comme des balles de laine. Mes tantes ne venaient jamais. Maman envoyait argent, bonbons, jouets. Le père nourricier mourut, et ma nourrice épousa un concierge qui tirait le cordon numéro 65 rue de Provence. Ne sachant pas où trouver maman et ne sachant pas écrire, ma nourrice ne prévint personne et m'emmena dans son nouveau local. J'étais ravie du déménagement. J'avais alors 5 ans. Et je me souviens de ce jour comme je me souviens d'hier. Le logis de ma nourrice se trouvait juste au-dessus de la porte cochère, et la fenêtre en œil de bœuf se trouvait encadrée dans la porte lourde et monumentale. Je trouvais cela beau du dehors, et je me mis à battre des mains en arrivant devant cette grande porte. C'était à l'heure grise, vers les 5 heures, un jour de novembre. On me mit dans mon petit lit, et je m'endormis sans doute, car pour ce jour, mes souvenirs s'arrêtent là. Le lendemain, je fus prise d'un chagrin effroyable. La petite chambre où je couchais était sans fenêtre. Et je me mis à pleurer. Je m'échappais des bras de ma nourrice qui m'habillait. Pour aller dans la pièce à côté, je courus à la fenêtre ronde. Je collai mon petit bout de tête contre les vitres. Et je me mis à hurler de rage en ne voyant plus les arbres, la bordure du buis, les feuilles qui tombaient. Rien, rien que de la pierre froide, grise, laide, et des carreaux en face. Je veux m'en aller, je ne veux pas rester ici, c'est du noir, c'est du vilain. Je veux voir le plafond de la rue. Et je sanglotais. Ma pauvre nourrice me prit dans ses bras et m'enveloppant d'une couverture, elle descendit dans la cour. Lève la tête, fleur de lait, et regarde. Le voilà, le plafond de la rue. Cela me consola un peu de voir qu'il y avait du ciel dans ce vilain endroit. Mais la tristesse s'était emparée de ma petite âme. Je ne mangeais plus. Je pâlissais, je m'anémiais. Et je serais certainement morte de consomption
sans un hasard, véritable coup de théâtre. Un jour que je jouais dans la cour avec Titine, une petite fille qui logeait au second et dont ni la figure ni le nom réel ne reviennent à mon esprit, je vis le mari de ma nourrice qui traversait la cour avec deux dames, dont une très élégante. Je ne les voyais que de dos, mais la voix de cette élégante personne arrêta les battements de mon cœur. Un trouble nerveux s'était emparé de mon pauvre petit corps qui tremblait. « Il y a des fenêtres qui donnent sur la cour ?» questionna-t-elle. « Oui, madame, ces quatre-là. » Et il montrait 4 fenêtres ouvertes au premier étage. La dame se retourna pour voir. Je poussai un cri de joie, de délivrance. « Tante Rosine !» Et je me jetai sur la jupe de la jolie visiteuse. Je mettais mon visage dans ses fourrures, je trépignais, je sanglotais, je riais. Je déchirais ses longues manches de dentelle. Elle me prit dans ses bras, essaya de me calmer, et interrogeant le concierge, elle balbutiait son ami. Je n'y comprends rien. C'est la petite Sarah, la fille de Yule, ma sœur. Mes cris avaient attiré du monde, des fenêtres s'étaient ouvertes. Ma tante prit le parti de se réfugier dans la loge pour avoir une explication. Ma pauvre nourrice lui raconta tout ce qui s'était passé, la mort de son mari, son nouveau mariage. Ce qu'elle dit pour s'excuser, je ne m'en souviens plus. Je m'étais accrochée à ma tante qui sentait si bon, et je ne voulais plus la quitter. Elle me promit de venir me chercher le lendemain, mais je ne voulais plus rester dans le noir. Je voulais partir tout de suite, avec ma nourrice. Ma tante me caressait doucement les cheveux et parlait avec une amie une langue que je ne comprenais pas. Elle essaya en vain de me faire comprendre je ne sais quoi. Je voulais partir avec elle, tout de suite. Légère et tendre et câline, sans amour, elle me dit des mots jolis. M'effleura de ses doigts gantés, tapotait sa robe retroussée, faisait 1000 gestes frivoles, charmants et froids. Elle partit, entraînée par son amie, vida son petit porte-monnaie entre les mains de ma nourrice. Je m'élançai sur la porte fermée par le mari de ma nourrice qui la reconduisait. Ma pauvre nourrice pleurait, et ne me prenant dans ses bras, elle ouvrit la fenêtre en disant « Pleure plus, fleur de lait, regarde ta jolie tante, elle reviendra, tu partiras avec elle. » Et de grosses larmes coulaient sur mon beau visage, rond et calme. Mais je ne voyais que le trou noir qui semblait immuable derrière moi. Et dans un élan de désespoir, je m'élançai vers ma tante qui allait monter en voiture. Et puis, rien. La nuit. Un tapage lointain de voix lointaine. Et sur le pavé, au pied de ma tante, je m'étais brisé le bras en 2 endroits et cassé la rotule gauche. Je ne m'éveillai que quelques heures après, dans un grand lit qui était beau, qui sentait bon, qui tenait le milieu d'une grande chambre, avec 2 belles fenêtres pleines de joie, car on voyait le plafond de la rue. Ma mère, appelée en toute hâte, vint me soigner. Je connus ma famille, mes tantes, mes cousines. Mon petit cerveau ne comprenait pas pourquoi tant de gens m'aimaient à la fois, alors que j'avais passé tant de jours et de nuits aimée par un seul être. Assez débile de santé, les os menus et friables, je restai 2 ans à me remettre de cette terrible chute. On me portait presque toujours dans les bras. Je passe ces 2 années de ma vie qui ne m'ont laissé qu'un souvenir confus,
de câlinerie et de torpeur. Un matin, ma mère me prit sur ses genoux et me dit: « Te voilà grande maintenant, il faut apprendre à lire et à écrire. » En effet, à 7 ans, je ne savais ni lire, ni écrire, ni compter. Ayant été jusqu'à 5 ans en nourrice et malade depuis 2 ans. Il faut, continua ma mère en jouant avec ma chevelure frisée, il faut devenir une grande fille. Tu vas aller en pension. Cela ne me disait rien. Qu'est-ce que c'est la pension, dis-je. C'est un endroit où il y a beaucoup de petites filles. Elles sont malades, dit. Oh non, répondit maman, elles sont bien portantes, comme toi maintenant, et elles jouent, et elles sont gaies. Je sautai et fis éclater ma joie, mais les yeux pleins de larmes de maman me jetèrent dans ses bras. Et toi, maman, tu seras toute seule, tu n'auras plus de petite fille. Alors maman se pencha vers ma petite taille. Le bon Dieu, pour me consoler, m'a dit qu'il allait m'envoyer un bouquet avec un petit bébé. Ma joie reprit plus bruyante. Alors, j'aurai un petit frère ou une petite sœur. Oh, je n'en veux pas. Je n'aime pas les filles. Maman m'embrassa tendrement, me fit habiller devant elle. Oh, je me souviens d'une robe bleue en velours épinglé qui faisait mon orgueil. Ainsi parée, j'attendis anxieuse la voiture de ma tante Rosine qui devait nous conduire à Auteuil. Elle arriva vers 3 heures. La femme de chambre était partie depuis 1 heure et j'avais pris grande joie à voir ma petite malle et mes chouchous empilés dans la voiture. Maman monta la première, lente et calme, dans le magnifique équipage de ma tante. Je montai à mon tour, faisant un peu de chichi, parce que la concierge et quelques commerçants regardaient. Ma tante sauta, turbulente et légère, et donna en anglais l'ordre au cocher, raide et ridicule, d'aller à l'adresse inscrite sur le papier qu'elle lui remettait. Une autre voiture suivait la nôtre, dans laquelle 3 hommes avaient pris place. Régis, mon parrain, ami de mon père, le général de Bollès, et un peintre de chevaux et de chasse, à la mode d'alors, qui s'appelait, je crois, Fleury. J'appris pendant la route que ces messieurs allaient commander un dîner dans un cabaret à la mode des environs d'Auteuil. On devait tous se retrouver là-bas, avec d'autres convives. Je prêtais peu d'attention à ce que disaient ma mère et ma tante, qui parfois, lorsqu'elles parlaient de moi, parlaient en anglais ou en allemand, en jetant des regards tendres et souriants vers moi. Après un long parcours qui me ravissait d'aise, car la figure écrasée sur la vitre, je regardais de tous mes yeux la route qui se déroulait, grise, boueuse, échelonnée de vilaines maisons, d'arbres maigres, et je trouvais cela si beau, parce que cela changeait toujours. La voiture s'arrêta 18 rue Boileau à Auteuil. Sur la grille, une longue plaque de fer noircie avec des lettres d'or. Je levai le nez. Maman me dit: « Tu sauras bientôt lire ce qu'il y a écrit là-dessus, j'espère. » Ma tante me souffla dans l'oreille: « Pension de Madame Fréssard. » Et je répondis bravement à maman: « Il y a écrit pension de Madame Fréssard. » Maman, ma tante et les 3 amis s'esclaffèrent sur la gentillesse de mon ablon, et nous fîmes notre entrée dans la pension. Madame Fréssard vint au-devant de nous. Elle me fit un très bon effet. De taille moyenne, un peu forte, les cheveux grisonnants en sévigné, de grands yeux beaux à la George Sand, des dents très blanches qui brillaient dans son visage légèrement bistré. Elle sentait sain, elle parlait bon,
Ses mains étaient potelées et ses doigts longs. Elle me prit doucement par la main et mettant un genou à terre pour mettre son visage à la hauteur du mien, elle me dit d'une voix musicale: « Vous n'avez pas peur, ma petite fille ?» Je ne répondis pas et devins rouge. Elle m'adressa plusieurs questions. Je refusai de répondre. Tout le monde s'était attroupé autour de moi. « Réponds donc, bébé. Allons, sois gentille. Oh, la vilaine petite fille. » Peine perdue, je restai muette et fermée. Après la visite d'usage dans les dortoirs, le réfectoire, l'ouvroir, après les congratulations exagérées, que c'est bien tenu, quelle propreté, et mille stupidités semblables sur le confort de ces prisons d'enfants, ma mère s'écarta avec madame Fressard. Je la tenais au genou et l'empêchais de marcher. Voilà l'ordonnance du médecin, et elle remit une longue liste de choses à faire. Madame Fressard sourit et répondit à ma mère: « Nous ne pouvons pas la friser ainsi. » « Encore moins la défriser, dit ma mère en passant ses doigts gantés dans ma chevelure. « Ce ne sont pas des cheveux, c'est une tignasse. Je vous prie de ne jamais la démêler avant d'avoir brossé ses cheveux. Vous n'en viendrez pas à bout et la feriez souffrir. » « Qu'est-ce que les enfants prennent à 4 heures, continua-t-elle. Mais un morceau de pain, est ce que leur donnent leurs parents pour leur goûter. Il y a 12 pots de confiture différentes, car l'enfant a l'estomac capricieux, et il faudra lui donner un jour des confitures, un jour du chocolat. Il y en a 6 livres. Madame Fressard sourit, toujours ironique et bienveillante. Elle prit une livre de chocolat et dit tout haut: « De chez Marquis. Eh bien, fillette, on vous gâte. » Et elle tapotait ma joue de ses doigts blancs. Puis ses yeux s'arrêtèrent surpris sur un grand pot. « Ceci, dit ma mère, c'est du Cold Cream, fait par moi-même. Je désire que la figure, le cou et les mains de ma fille en soient frottés tous les soirs à son coucher. » « Mais, reprit madame Fressard, maman impatientée, je paierai double de blanchissage pour les draps. » Pauvre maman chérie, je me souviens très bien qu'on me changeait les draps tous les mois en même temps que les autres. Enfin, l'heure de la séparation venue, on me mit en groupe sympathique et maman fut enlevée dans une envolée d'embrassements, de paroles consolatrices. « Cela lui fera du bien, elle a besoin de ça. Vous allez la trouver changée quand vous la reverrez, etc. etc. » Le général de Paulès, qui m'aimait beaucoup, me prit dans ses bras et m'enlevant en l'air: « Gamine, tu entres dans la caserne. Va falloir marcher au pas. » Et comme je lui tirais sa longue moustache: « Faudra pas faire ça à la dame, » dit-il en clignant de l'œil vers madame Fressard. Elle était légèrement moustachue. Un rire strident et clair ouvrit les lèvres de ma tante. Un petit rire serré brida la bouche de maman. Et la troupe s'éloigna dans un tourbillon de jupes et de paroles, pendant qu'on m'entraînait vers la cage où j'allais être emprisonnée. Je passai 2 années dans cette pension. J'appris à lire, à écrire, à compter. J'appris 1000 jeux que j'ignorais. J'appris à chanter des rondes, à broder des mouchoirs pour maman. Je me trouvais relativement heureuse parce qu'on sortait le jeudi et le dimanche, et que ces promenades me donnaient la sensation de la liberté. Le sol de la rue me semblait être autre que le sol du grand jardin de la pension. Puis, il y avait chez madame Fressard des petites solennités qui me jetaient toujours dans un ravissement fou. Parfois, ma
Mademoiselle Stella Cola, qui venait de débuter au théâtre français, venait réciter des vers le jeudi. Je ne fermais pas les yeux de toute la nuit. Le matin, je me baignais avec soin et je me préparais, avec des battements de cœur, à entendre ce que je ne comprenais pas du tout, mais qui me laissait sous le charme. Puis, cette jolie jeune personne avait une légende. Elle s'était jetée presque sous les chevaux de la voiture de l'empereur pour attirer l'attention du souverain et obtenir la grâce de son frère qui avait conspiré contre sa vie. Mademoiselle Stella Cola avait sa sœur en pension chez Madame Fressard, Clotilde, aujourd'hui femme de Monsieur Pierre Merlou, ministre des Finances. Stella Cola était petite, blonde, avec des yeux bleus un peu durs, mais pleins de profondeur. Elle avait la voix grave, et je tressaillais de toutes mes fibres lorsque cette jeune fille frêle, blonde et pâle attaquait le songe d'Athalie. Que de fois, assise sur ma couchette d'enfant, j'essayais de dire d'une voix de basse « Tremble, digne de moi !» J'enfonçais ma tête dans les épaules, je gonflais mes joues et je commençais « Tremble, tremble, tremble !» Mais ça finissait toujours mal, car je commençais tout bas d'une voix étouffée et puis, inconsciemment, je montais la voix. Et mes compagnes réveillées, égayées par mes essais, éclataient de rire. Et je bondissais à droite, à gauche, furieuse, donnant des coups de pied, des gifles qu'on me rendait au centuple. Mademoiselle Caroline, fille adoptive de Madame Fressard, que je retrouvais longtemps après, femme du célèbre peintre Yvon, paraissait furieuse, implacable, nous donnant à toutes des pénitences pour le lendemain. Quant à moi, pas de sortie et 5 coups de règle sur les doigts. Ah, les coups de règle de Mademoiselle Caroline, je les lui ai reprochés quand je l'ai revue 35 ans après. Elle nous faisait mettre tous les doigts autour du pouce, et il fallait tenir sa main tout près, bien droite, et bam, bam. De sa large règle de bois d'ébène, elle appliquait un méchant coup dur, sec, coup terrible, qui faisait gicler les larmes des yeux. J'avais pris en grippe Mademoiselle Caroline. Elle était belle cependant, mais d'une beauté qui m'ennuyait, le teint très blanc, les cheveux très noirs, plaqués en bandeaux dentelés. Quand je l'ai revue longtemps après, elle me fut amenée par une parente à moi qui me dit « Je parie que vous ne reconnaissez pas madame. Et cependant, vous la connaissez beaucoup. » J'étais appuyée contre la grande cheminée de mon hall et je regardais venir, du fond de mon premier salon, cette grande personne à l'air un peu provincial, encore assez belle. Quand elle eut descendu les 3 marches du hall, le jour éclaira son front pompé, cerné par les durs bandeaux dentelés. « Mademoiselle Caroline !» m'écriai-je, et dans un furtif mouvement, je cachai mes 2 mains derrière mon dos. Je ne la revis plus jamais, Mademoiselle Caroline. Ma rancœur d'enfant avait percé sous la politesse de l'hôtesse. Je ne m'ennuyais pas trop chez Madame Fressard, et il me semblait naturel d'y rester jusqu'à ce que je fusse tout à fait grande. Mon oncle Félix Faure, qui est aujourd'hui chartreux, avait exigé que sa femme, sœur de ma mère, me fasse sortir souvent. Il avait une magnifique propriété traversée par un ruisseau à Neuilly, et je pêchais pendant des heures avec mon cousin et ma cousine. Enfin, ces 2 années s'écoulèrent paisibles, sans autres événements que mes colères terribles, qui jetaient le désarroi dans la pension et me laissaient 2 ou 3 jours à l'infirmerie. Mes colères ressemblaient à des accès de folie. Un jour, ma tante Rosine vint en coup de vent.
me retirer de la pension. Un ordre de mon père précisait l'endroit où je devais être transférée. Cet ordre était formel. Ma mère, en voyage, avait prévenu ma tante, laquelle, entre deux valses, était accourue. L'idée qu'on violentait à nouveau mes goûts, mes habitudes, sans me consulter, me mit dans une rage indicible. Je me roulais par terre, je poussais des cris déchirants. Je hurlais des reproches contre maman, mes tantes, madame Fressard, qui ne savait pas me garder. Après 2 heures de lutte, pendant lesquelles je m'échappais 2 fois des mains qui essayaient de me vêtir, pour me sauver dans le jardin, grimper aux arbres, me jeter dans le petit bassin dans lequel il y avait plus de vases que d'eau. Enfin, épuisée, domptée, sanglotante, on m'emporta dans la voiture de ma tante. Je restai 3 jours chez elle avec une telle fièvre qu'on craignit pour ma vie. Mon père vint chez ma tante Rosine, qui habitait alors 6 rue de la Chaussée-d'Antin. Il était lié d'amitié avec Rossini, qui lui habitait au 4e de la même rue. Il l'amena souvent, et Rossini me faisait rire par 1000 histoires ingénieuses, 1000 grimaces comiques. Mon père était beau comme un dieu, et je le regardais avec fierté. Je le connaissais peu, le voyant rarement. Mais je l'aimais pour sa voix charmeuse, ses gestes doux et lents. Il en imposait un peu. Et je remarquai que ma fulgurante tante se calmait devant lui. J'avais repris mon calme, et le docteur Monod, qui me soignait alors, déclara que je pouvais être emmenée sans inconvénient. On avait attendu maman, mais elle était malade à Harlem. Mon père refusa l'offre que lui faisait ma tante de l'accompagner pour me conduire au couvent. J'entends encore mon père répondre de sa voix douce. Non, c'est sa mère qui la conduira au couvent. J'ai écrit au fort, ils vont garder la petite pendant 15 jours. Et comme ma tante allait protester, c'est plus calme qu'ici, ma chère Rosine, et l'enfant a besoin avant tout de calme. J'arrivai le soir même chez ma tante Fort. Je ne l'aimais pas beaucoup parce qu'elle était froide et poseuse, mais j'adorais mon oncle. Il était si doux, si tranquille, et son sourire avait un charme infini. Son fils était diable comme moi, aventureux et un peu braque. Nous aimions nous retrouver ensemble. Ma cousine, adorable, creuse, était réservée et craignait de salir ses robes et même ses tabliers. La pauvre mignonne épousa le baron Cerise et mourut en couche en pleine beauté, en pleine jeunesse. Parce que sa timidité, sa réserve et son éducation étroite s'étaient refusées à recevoir les secours d'un médecin, alors que son intervention était absolument nécessaire. Je l'aimais beaucoup, je l'ai beaucoup pleuré, et le moindre rayon de lune évoque en moi sa blonde apparition. Je restai 3 semaines chez mon oncle, vagabondant avec mon cousin, passant des heures à plat ventre à pêcher des écrevisses dans le petit ruisseau qui traversait le parc de mes parents. Ce parc était immense et entouré d'un large seau de loup. Que de fois j'ai parié avec mon cousin et ma jolie cousine que je sauterais le fossé. Je te parie 5 épingles, je te parie 3 feuilles de papier, je te parie mes 2 crêpes. On mangeait des crêpes tous les mardis. Et je sautais. Et la plupart du temps, je tombais dans le fossé, clapant dans l'eau verte, criant parce que j'avais peur des grenouilles, hurlant de terreur parce que mon cousin et ma cousine faisaient semblant de s'en aller. Quand je rentrais et que ma tante inquiète m'apercevait du perron où elle guettait notre retour, quelle semonce! Quel regard froid! Allez vous
changer, mademoiselle, et restez dans votre chambre. On vous portera votre dîner sans dessert. » En passant devant la grande glace du vestibule, je m'entrevoyais semblable à un tronc d'arbre vermoulu, et je voyais mon cousin qui me faisait signe en portant la main à sa bouche qu'il me porterait du dessert. Ma cousine se laissait caresser par sa mère qui semblait dire « Ah, grâce à Dieu, tu ne ressembles pas à cette petite bohémienne. » C'était le titre dont ma tante me cinglait dans ses moments de colère. Je montais à ma chambre le cœur gros, honteuse, désolée, jurant de ne plus sauter le saut de loup. Mais, arrivée dans ma chambre, je trouvai la fille du jardinier qu'on avait attachée à ma petite personne. Grosse fille fruste, rieuse. Ah, que mademoiselle est rigolo comme ça. Et elle riait tant et tant qu'elle me rendait fière d'être si rigolo. Et je pensais déjà, la première fois que je sauterai le fossé, je me mettrai des herbes et de la boue partout. Une fois déshabillée, lavée, je mettais ma petite robe de flanelle et je restais dans ma chambre à attendre le dîner. On m'apportait de la soupe, de la viande, du pain et de l'eau. Je détestais et je déteste toujours la viande. Je la jetais par la fenêtre en ayant soin de découper le gras que je laissais au bord de mon assiette, car ma tante montait me surprendre. « Vous avez mangé, mademoiselle ? » »« Oui, ma tante. »« Avez-vous encore faim ? » ?»« Non, ma tante. »« Écrivez 3 fois le pater et le credo, petite païenne. » Je n'étais pas encore baptisée. Un quart d'heure après, mon oncle montait. « Tu as bien dîné ? » ?»« Oui, mon oncle. »« Tu as mangé ta viande ? » ?»« Non, je l'ai jetée par la fenêtre. Je ne l'aime pas. »« Tu as menti à ta tante ? » ?»« Non. » Elle m'a demandé si j'avais mangé. J'ai dit oui. Mais je n'ai pas dit que j'avais mangé la viande. Quelle pénitence as-tu ? J'ai à écrire avant de me coucher 3 patères et 3 credos. Tu les sais bien par cœur. Non, mon oncle, pas très bien. Je me trompe tout le temps. Et cet homme adorable me dictait mon pater et mon credo que je copiais avec dévotion, car il dictait avec tendresse. Il était pieux, très pieux, mon oncle fort. Après la mort de ma tante, il s'est fait chartreux. Et dans ce moment, je sais que vieux et malade, courbé par la douleur, il creuse sa tombe, défaillant sous le poids de sa bêche, implorant Dieu de le reprendre et pensant soit à moi, à sa chère petite bohémienne. Ah, le cher et doux être, je lui dois ce que j'ai de meilleur. Je l'aime avec respect et dévotion. Que de fois, dans les phases difficiles de ma vie, j'ai évoqué son souvenir et consulté sa pensée. Car je ne le voyais plus, ma tante s'est embrouillée volontairement avec maman et moi. Mais il m'a toujours aimée et il m'a parfois fait devenir des conseils pleins d'indulgence, de droiture et de bon sens. Dernièrement, je suis allée dans le pays où se sont réfugiés les Chartreux. Un ami est allé voir le saint homme et j'ai pleuré en écoutant les paroles que lui avait dictées mon oncle pour m'être répétées. Mon oncle partit. Marie, la fille du jardinier, entrait d'un air indifférent, mais les poches bourrées de pommes, de biscuits et de mendiants. Mon cousin m'envoyait du dessert, mais elle, la brave fille, a nettoyé tous les compotiers. Alors je lui disais, assieds-toi, Marie, et pendant que je fais mes credos et mes patères, épluche les mendiants, on les mangera après, quand j'aurai fini. Et Marie s'asseyait par terre, pour cacher vite tout sous la table, si ma tante était revenue. Mais ma tante ne revenait pas. Elle faisait de la musique avec ma cousine, pendant que mon oncle apprenait les mathématiques à mon cousin. Ce fut un branle-bas dans la maison de mon oncle. On préparait ma petite malle.
couvent de Grandchamp où j'allais entrer avait un uniforme. Ma cousine, qui adorait coudre, marquait avec fureur des S.B. en canton rouge partout. Mon oncle me donna mon couvert d'argent et mon gobelet. Tout fut marqué du numéro 32, mon nouveau matricule. Marie me donna un gros cache-nez violet dégradé qu'elle avait tricoté en cachette depuis des jours. Ma tante me mit au cou un petit scapulaire béni, et quand maman arriva avec mon père, tout était prêt. On donna un grand dîner d'adieu où furent invités 2 amis de ma mère, ma tante Rosine et 4 autres membres de la famille. Je me trouvais très importante. Je n'étais ni triste ni gaie, je me sentais importante et cela suffisait. Tout le monde parlait de moi. Mon oncle me caressait les cheveux, ma cousine m'envoyait des baisers du bout de la table. Tout à coup, la voix musicale de mon père me fit tourner la tête vers lui. « Écoute Sarah, si tu es bien sage au couvent, je te reprendrai dans 4 ans et je t'emmènerai avec moi, bien loin, faire de beaux voyages. » Oh, je serai bien sage, sage comme tante Henriette. C'était ma tante Fort. Tout le monde sourit. Après le dîner, le temps était beau. On se dispersa dans le parc. Mon père m'emmena et me parla de choses graves, de choses tristes que j'entendais pour la première fois, que je comprenais malgré mon jeune âge et qui me faisaient pleurer. Il s'était assis sur un vieux banc et me tenait sur ses genoux. Ma tête appuyée sur sa poitrine, j'écoutais et je pleurais, silencieuse et troublée. Mon pauvre papa, je ne devais plus le revoir. Jamais. Jamais. Ainsi s'achève cette lecture. Je vous dis à bientôt.